Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, au moins plus que moi puisque je tourne cette vidéo à 7h30 du matin. Et oui, c'est la nouvelle règle de l'été, n'est-ce pas? Se tourner avant qu'il fasse chaud. Du coup, en vrai, je me sens grave bien, grave en forme, mais il y a encore ce petit soupçon de fatigue qui pèse. Néanmoins, il va vite s'éclipser puisqu'on se retrouve pour un update lecture. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai coupé cet update en deux puisque, alors j'ai regardé, pourtant le dernier update date d'un mois à peu près, je pense, mais il faut croire que j'ai beaucoup lu parce qu'il y a beaucoup de trucs. Du coup, j'ai tout divisé en deux. On fait la première moitié aujourd'hui et la seconde et dernière moitié jeudi prochain. Ça évite qu'on passe 1h30 ensemble, même si je vous aime très très fort, hein, mais ça risque d'être un peu compliqué à caser et à monter. Et puis ça fait quelque chose de plus digeste et c'est sympa quoi. Est-ce qu'on attaque? Est-ce que vous êtes prêts? Les chats sont un quart d'heure de folie, ça va être épique. Moi personnellement, je suis hyper impatiente. On va commencer par les BD. Du coup ouais, j'ai tout divisé en deux, donc en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en bas là, vous avez l'autre moitié qui sera pour la semaine prochaine, plus bien sûr les lectures que j'aurai faites d'ici là. Donc il y a des chances que la moitié de la semaine prochaine soit un peu plus grande, mais c'est pas très grave. Alors donc, les BD, les voilà, les voici. On va commencer par, tiens, la Moira. Les tomes 1 et 2, que Glénat m'a envoyé. Il me reste le tome 3 à lire, mais en fait il est pas encore sur Livre Addict et il faut que je crée la fiche et j'ai la flemme. Voilà, non mais... La raison de ma non-lecture du tome 3 est vraiment très triviale, mais je me suis aussi dit que c'était sympa d'échelonner un petit peu les lectures et de savourer, donc c'est qu'une demi-excuse. La Moira, du coup, c'est une histoire de fantasy jeunesse qui me fait beaucoup penser de mon côté à la quête des Willan, même en termes de dessin. En termes d'univers, etc., on est pas mal dans ce mood-là. J'aime beaucoup les cheveux de l'héroïne. Voilà, non mais c'est un point qui est quand même à mentionner. Elle a de très beaux cheveux. Attendez, j'essaie de vous trouver un point où on les voit pas mal. T'es genre là, regarde. Après, le point négatif, c'est que c'est une jeune ado casse-couille. Voilà, non mais il faut dire les choses, hein. Ce qui fait que je me suis moyennement attachée à elle, voilà. L'histoire en elle-même est sympa, mais relativement rapide. Disons que le point positif vraiment fort de cette saga, c'est l'univers et ce qui s'y passe, tu vois, genre parce que là il y a un gros drame qui est en train de se jouer. La fifi principale, pour le moment, j'y suis pas attachée plus que ça. À voir pour le tome 3, puisque j'ai l'impression qu'elle grandit de tome en tome. À voir pour le 3 si du coup il y a un apprentissage qui se fait et qu'elle est plus supportable. C'est donc une bonne saga jeunesse, mais qui n'est pas, je pense, passionnante pour des adultes. Partons sur une dystopie, on change de genre pour le coup, on part sur vraiment quelque chose de beaucoup plus adulte, et d'ailleurs ça se voit même au niveau de la palette visuelle, hein, on change d'ambiance, hein. Alors, Talion, à chaque fois je mets un i. Talion, c'est une dystopie, donc il y a 3 tomes, pour le moment j'ai lu que le tome 1, et cette fois-ci ils sont sur Livre Addict, c'est juste moi qui veux échelonner. C'est vraiment un gros tome d'intro, puisque à la fin de ce tome-là, il y a un départ de personnage principal en mode « Ok, let's go faire la quête », tu vois. Mais c'est quand même très sympa, on est sur une dystopie avec un monde futuriste où il n'y a plus de nature, où il n'y a plus d'eau potable quasiment, où il n'y a plus d'arbres, etc. Ce qui fait que l'humanité vit protégée, mais forcément il y a des tranches de population qui ont accès à plus de ressources que d'autres. Et il y a un personnage justement qui essaie de faire le lien, qui essaie de donner notamment de l'eau potable aux enfants des pauvres, on va dire ça comme ça, hein, c'est toujours le même problème. Et il y a tout un enjeu politique et social et écologique qui est mis en place là-dedans. C'est sympa. Pour le moment, c'est pas un coup de cœur, mais encore une fois, c'est un gros tome d'introduction, donc à voir ce que ça réserve. Il y a quand même, je pense, un univers un peu magie aussi. À voir. Je suis curieuse et intriguée, mais voilà, pour le moment, pas d'affect transcendant avec les personnages. Je vous dirai ce qu'il en est pour la suite. J'ai d'abord fait passer les BD, on va dire, mi-molle, et voici les 2 BD coup de cœur qui me restent. Le bleu est une couleur chaude. Alors cette BD a inspiré le film La vie d'Adèle, film que je n'ai pas vu puisque j'avais entendu les actrices dire que c'était un tournage très compliqué pour elles, où elles avaient été vraiment pressées, poussées, et où elles se s'étaient pas senties respectées, donc à partir de là, j'ai pas eu envie de voir le film, même s'il paraît qu'il est très bien au niveau de l'histoire en général. Et en fait, c'est cette histoire justement qui a inspiré le film. Je vous recommande cette BD à 500 000%. Alors pas si vous êtes très jeune, je le précise, il y a des scènes de sexe assez claires, on va dire, à l'intérieur. Et au-delà de ça, la thématique est difficile. Ça parle de suicide, ça parle d'homophobie. C'est compliqué comme thématique, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est bien fait. Alors, c'est très beau déjà.
J'ouvre au hasard, je tombe sur une scène de cul, faut le vouloir. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie BD en termes d'illustration. Et en fait, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la fenêtre que ça donne sur les années 90. Parce que du coup, l'histoire se passe dans les années 90. Personnellement, je suis née en 89, ce qui fait que dans les années 90, j'étais une enfant. Quand j'ai été ado, c'était dans les années 2000. Et les mentalités étaient déjà différentes. Dans les années 90, et ça se voit d'ailleurs dans le film 120 battements par minute, que je recommande chaudement également, même si, pareil, il est très très dur, donc il faut être préparé quand même psychologiquement avant de le voir. L'homosexualité à cette époque était perçue encore comme une maladie et c'était genre latent, tu vois, genre vraiment ça ne pouvait pas bien se passer. Un coming out. Ça pouvait, si, ça pouvait, mais c'était très marginal. Et on va dire que même si par miracle, un proche ou deux le prenait bien, t'avais tout le reste de la population qui te crachait à la gueule. C'était vraiment... et c'était pas loin, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a tendance en ce moment à être dans un mood en mode... à entendre plutôt les médias en parler ou certaines personnalités en mode « Oui, mais vous savez, les homosexuels, en gros, ça a toujours été ok. » Enfin, tu sais, il y a une sorte de réécriture de l'histoire en mode « Oui, maintenant, mais qu'est-ce que vous pouvez vouloir de plus ?» etc. Déjà, ne pas oublier et se rendre compte que ce qui s'est passé avant, ça a été réel, tu vois. Et cette histoire-là, c'est vraiment une petite lucarne sur les années 90, sur ce qui s'y passe. Et j'ai vu des commentaires livraniques, parce que j'aime bien voir les commentaires sur mes lectures une fois que je les ai faites. Il y a pas mal de commentaires que je pense de personnes assez jeunes, en mode « Oui, j'ai trouvé ça très cliché, je trouvais ça assez abusé, la réaction des personnages, etc. » Parce qu'il y a aussi une jeune fille qui est dépressive et qui est à fond dans le désespoir, on va dire. Et pour le coup, alors certes, j'ai grandi après, j'ai grandi pendant, j'étais pas ado pendant, mais j'ai quand même quelques souvenirs de personnes plus jeunes, plus âgées que moi à cette époque. Il faut bien se mettre en tête que dans les années 90, il n'y avait pas autant de communication sur les troubles psychologiques, il n'y avait pas autant d'assistance psychologique non plus, il n'y avait pas de communication sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà, quand t'étais gay et que t'étais chez toi et que tout le monde était contre l'homosexualité, t'avais que toi, voilà. Enfin, c'est pas la même époque du tout. Et j'ai conscience que pour les générations actuelles, on a l'impression que ouais, t'arrives pas à visualiser et c'est normal. Tu sais, c'est comme moi visualiser que ma grand-mère, quand elle allait faire la lessive chez sa mère, elle allait à la rivière, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai en plus, parce que ma grand-mère vient d'une famille de paysans, ils étaient 12 gosses, bref. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'écart de génération est aussi fort que ça, mais c'est arrivé. Et il faut se dire qu'à l'époque, déjà actuellement, les personnes dépressives, ça existe, hein, mais je veux dire, à l'époque, c'était très intense en termes de désespoir et en termes de pétage de câbles, parce qu'il n'y avait pas de soupape de sécurité, il n'y avait pas d'aide. C'est hyper violent de se dire que les enfants ou les ados ou même les adultes homosexuels dans les années 90 ou avant, en gros, ils étaient seuls, quoi. Il faut vraiment le visualiser. Je veux dire, maintenant, certes, il y a encore des propos ou des personnes homophobes, mais la loi est de notre côté, déjà. Non, mais c'est déjà, tu vois, quelque chose de différent. C'était pas le cas avant. Il y a des lois qui ont été votées aussi pour ça maintenant, tu vois. Il y a des lois pour nous défendre. À l'époque, il n'y en avait pas. Les mœurs ont évolué énormément en très peu de temps. Et du coup, je trouve que c'est important de lire ce genre d'ouvrage parce que ça rappelle comment c'était avant. Alors, ça veut pas dire que c'était le cas pour tous, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un témoignage qui était fort et j'ai en plus beaucoup aimé l'histoire relationnelle entre les deux jeunes filles principales. J'ai trouvé que c'était très fort, très intense et très vrai. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur de mon côté. Je vous dis, je le mets un petit peu dans la même case que 120 battements par minute. 120 battements par minute, du coup, qui est un film qui parle du sida, d'une association qui regroupait des personnes atteintes de sida pour essayer de les aider, de leur avoir accès à des soins, etc. C'est des lectures ou des visionnages qui sont pas faciles, mais qui sont forts et qui sont importants. Pour le coup, il n'y a pas de mention du sida ni de maladie, outre que la dépression, j'entends, de maladie physique dans cet ouvrage. Mais voilà, c'est un ouvrage qui traite d'homosexualité, qui traite d'homophobie et qui traite de la société en général. C'était une grosse présentation, mais honnêtement, ça le vaut bien. Et enfin, on finit sur une note bien plus légère, mais tout aussi sympathique de mon côté, le tome 1 d'Enola Holmes, que j'ai reçu de la part des éditions Jungle. Et qu'est-ce que j'ai kiffé? Alors, je connaissais la série Netflix, que j'ai vue et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'ai vue avec le Cux, il a beaucoup aimé aussi. Et en fait, là, vous avez une BD, du coup, des aventures. Et on voit, alors déjà, au niveau visuel, les couleurs sont très chaudes, très saturées. J'adore. Voilà, il y a un côté, alors il y a le côté journal intime, où en fait, voilà, là, vous avez accès aux pensées d'Enola. Et il y a plein de moments où elle enquête, elle prend des notes, etc. Et c'est vraiment super cool. J'ai passé un super moment et j'ai grave envie de lire les autres. Je crois qu'il y a 7 tomes et je pense que je lirai les 7 sans me lasser. C'est vraiment génial. Voilà, gros coup de cœur. Et pour le coup, c'est un petit peu différent de la Moira. Tu vois, la Moira, je dirais que c'est réservé vraiment à un public jeunesse
assez jeunesse, tu sais, qui... Je pense qu'un adulte, il s'embêterait un petit peu devant la Moira, tu vois. En BD, j'entends, apparemment c'est un roman avant. Par contre, Enola Holmes, j'ai bientôt 34 ans, je me suis éclatée. Hein. Je pense que ça, pour le coup, c'est tout public. On est good pour les BD, passons maintenant aux essais. L'été dernier, j'avais commencé Sapiens, et je l'ai fini maintenant. Alors si j'ai pris un an pour le terminer, c'est pas parce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, l'été dernier, donc je suis partie avec ma belle famille, et je savais que mon beau-père l'avait. Du coup, je lui avais dit « Bonjour, est-ce que vous voulez bien emmener Sapiens pour que je vous l'emprunte pendant les vacances, s'il vous plaît ?» Il l'a fait très gentiment, et j'ai lu la première moitié de l'ouvrage pendant notre semaine de vacances commune. J'ai adoré. Et en rentrant, je me le suis acheté. Sauf que en rentrant, je suis repartie en vacances avec des potes, j'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille, et je me suis mariée. Inutile de dire que le mois qui a suivi mon retour de vacances, c'était pas trop le mood pour lire Sapiens, tu vois. Et après, j'étais plus dans le mood. Et je l'ai repris là, et je l'ai fini. Alors, il y a aucun problème pour le lire à différents moments, tant que tu termines un chapitre. En gros, Sapiens, c'est un essai qui parle donc de la société humaine, de comment on évolue en tant qu'humain dans notre groupe social, depuis qu'on existe en tant qu'humain jusqu'à maintenant, et même au-delà, la dernière partie parle d'un futur potentiel. J'ai adoré les deux premières parties. Le passé, le présent, j'ai trouvé ça passionnant parce que du coup, en fait, un essai, c'est quelqu'un qui nous parle, qui nous donne ses idées, ses ressentis sur la vie en s'appuyant sur des ouvrages, des films, des témoignages, des statistiques, en les sourçant bien entendu. C'est un peu comme une discussion argumentée avec quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que la plume en général est très accessible, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des infos importantes dedans. Ce qui fait que c'était extrêmement intéressant au niveau du passé et du présent, parce que ça s'appuyait sur des faits concrets. Alors évidemment, il y a quand même la thèse de l'auteur, hein, de Yuval Noah Harari, mais du coup, les faits sont les faits. Tu vois, si on te dit, j'en sais rien, moi, il y a eu tant d'humains référencés de temps à temps et tant d'humains référencés de temps à temps, c'est un fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux en faire. Après, tu peux l'interpréter. Ça peut vouloir dire que les gens ont baisé plus. Ça peut vouloir dire que la médecine a augmenté. Enfin, voilà, après tu mets les faits d'autres pensées que t'as dessus pour expliquer ça, mais les faits sont les faits, tu vois. Et du coup, le passé-présent était passionnant. J'ai trouvé ça hyper inspirant comme idée, etc. C'était vraiment cool. Et en plus, très instructif. La partie du futur m'a un peu plus mis en mi-molle, si on peut dire. D'ailleurs, je l'ai lu en stream, enfin je l'ai terminé en stream et ça a entraîné une discussion passionnante avec la communauté. La partie future, en fait, forcément, c'est une hypothèse et j'étais pas tout à fait d'accord avec les suppositions qu'il a faites. Maintenant, c'est pas du tout un reproche, puisque, encore une fois, le but d'un essai, c'est de partager son opinion pour faire réfléchir l'autre en face. C'est totalement réussi et les pensées et les hypothèses qu'il émet pour le futur ont nourri ma réflexion également. Donc ça a été une lecture hyper intéressante. Alors, c'est un ouvrage qui est assez long, et vous voyez, qui est assez ludique aussi, des fois il y a des schémas, etc. Je l'ai trouvé très accessible en termes de plumes, en termes de phrasé. Maintenant, il y a des passages avec des extraits un peu plus scientifiques, etc. Mais honnêtement, je suis loin d'être une scientifique, vous êtes au courant, hein. On est plus sur des extraits d'anecdotes, d'histoires ou de choses comme ça. C'est vraiment hyper intéressant. C'est donc un essai que je recommande. Et dès que je l'ai terminé, je me suis enquillée Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Ce livre-là, je l'ai reçu de la part des parents de Bébou à Noël dernier, et il me tentait énormément, donc c'est un autre essai écrit par Titiou Lecoq. Et en fait, j'avais Sapiens en cours de route à ce moment-là. Et j'étais en mode, ok, je vais d'abord terminer Sapiens, qui traite donc de l'histoire de l'humanité en général, en niveau société, de la préhistoire à aujourd'hui, enfin même au-delà, avant d'enchaîner avec celui-ci qui parle plus spécifiquement des femmes. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de lire Sapiens avant, hein, c'est juste que moi je l'avais commencé, je me suis mise en tête de le finir. Du coup, dès que j'ai fini Sapiens, j'ai lu celui-ci. Il est incroyable. Il est incroyable, il faut le lire. C'est important, c'est nécessaire. On a le même principe que Sapiens. On retrace l'histoire de l'humanité de la préhistoire à nos jours, on va pas dans le futur pour le coup, et ça parle de l'histoire des femmes, ça parle de comment on a été perçu, de ce qu'on a vécu, pourquoi il y a des moments où on a réussi à gagner des droits, à être représenté, et pourquoi il y a des moments où on a tout perdu, c'est arrivé plusieurs fois. Ça aussi c'est pareil, un petit peu comme le bleu est une couleur chaude, il y a le côté où on a l'impression en écoutant parfois les médias actuels ou même certaines personnalités, oui le féminisme maintenant c'est un mouvement récent, c'est moderne, voilà, de toute façon avant les femmes en gros fermaient leur gueule, elles étaient contentes. Non. C'est pas récent du tout. Les femmes ont essayé de faire avancer les choses pour leur situation depuis qu'il y a des femmes en ce monde en fait, hein, voilà. Et c'est hyper intéressant pour comprendre un petit peu ce qui nous est arrivé.
ce qui est arrivé à notre genre, ce qui est arrivé à notre sexe, pourquoi il y a des moments où on a gagné des droits et pourquoi 30 ans plus tard on a tout perdu, pourquoi il y a des moments où on s'est impliqué dans des combats où on devait gagner des trucs, au final on n'a rien eu du tout, au contraire ça a été même pire, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où ça allait, tu vois, pour nous, où on avait le droit de taffer, où on avait le droit d'avoir du pognon, où on avait le droit d'être célibataire, enfin il y avait des trucs quoi, et il y a eu des moments où derrière on a tout perdu, et notamment la chasse aux sorcières qu'on connaît, etc. C'est un ouvrage qui est hyper important en termes d'histoire. Et encore une fois, on revient, parce qu'un essai, encore une fois, hein, c'est basé sur des faits. En général, voilà, les gens font des recherches, etc. pour appuyer leur argumentation. Là, en termes d'histoire avec un grand H, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini dans ce qui nous reste à faire et dans ce pourquoi on doit se battre, en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est une lecture qui est passionnante, qui permet de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé avant, genre vraiment, et pourquoi actuellement on n'est pas davantage représenté, pourquoi actuellement on est résumé à ce qu'on est dans notre société. Vraiment, lisez ce livre, c'est une merveille. Passons au manga. Alors pareil, j'ai fait moitié, regardez, il y a tout ça, hein, donc heureusement que j'ai divisé en deux. Alors, il y a quasiment que des suites, à part une découverte. On va commencer par la découverte. J'ai lu Aria The Masterpiece, qui m'a été offert par Liseria Morgan. Liseria, c'est ça, comme sur crayon de papier mais sur du fond bleu. Ouais, Liseria peut-être. On va dire Liseria. Alors plusieurs personnes m'ont dit qu'il était introuvable maintenant parce qu'il était plus édité. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, je sais plus. Et j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Après c'est un tome 1, donc il faut voir un peu pour la suite. On est sur du coup un futur, bon, on va dire plutôt une autre réalité. La planète Mars a été terraformée, il y a de la flotte partout et il y a des villes en fait un peu comme Venise maintenant qui sont là-bas. D'ailleurs, je crois que la ville où est l'héroïne s'appelle la Nouvelle Venise. Oui, sur le modèle de Venise, c'est ça. Je crois que ça s'appelle la Nouvelle Venise. Et en gros, cette jeune fille vient de Terre et elle va sur Mars pour devenir canotière. Et du coup, on la suit faire sa petite formation, etc. Alors, c'est très mignon. Mais, alors c'est peut-être parce que les autres mangas que j'ai lus ce mois-ci étaient très intenses, mais j'ai trouvé ça un petit peu simplifounet, tu vois, j'ai pas été transcendée. Maintenant voilà, c'est un tome 1, donc peut-être que ça se déclenche après, c'est souvent le cas avec les mangas, hein. Mais on est sur quelque chose de mignon, quoi. On est sur cette jeune fille qui suit sa formation, ça c'est son patron, c'est un chat, voilà. Pourquoi pas, hein. Et voilà, les dessins sont très beaux par contre. Je m'en suis un petit peu pris plein les mirettes. J'aime beaucoup les bouilles des fifilles, parce qu'il y a quasiment que des meufs, voilà. On est sur quelque chose de très mignon, hein. Très kawaii, etc. Enfin voilà, c'était une lecture agréable. J'avoue ne pas avoir été transcendée, mais c'était un bon moment. Ah bah autant pour moi, j'ai dit qu'il y avait que des suites de saga, mais il y a un nouveau début. Vampire Knight. Une choupe m'a envoyé les 10 premiers tomes, et j'ai lu les 3 premiers. Alors attendez, redis le prénom. Mini Kiwi 80. Mini Kiwi m'a donné du coup ces 10 premiers tomes. J'ai relu donc les 3 premiers, enfin j'ai lu, j'avais jamais lu avant mais j'avais vu l'animé quand j'étais fin d'ado, genre 19-20 ans, et j'avais beaucoup aimé l'animé, j'étais vraiment fan. Je me rappelle du générique, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Le générique de la saison 2, je crois, il y a un moment où Yuki elle met la main comme ça puis elle retourne comme ça. Ah, j'adorais ce mouvement. Et j'en ai parlé avec Alice et elle m'a fait me rendre compte que j'adorais les mouvements de main des meufs. Genre vraiment, le côté gracieux, j'adore les mouvements de main des meufs. Voilà, bref, c'est une parenthèse. Et donc j'adorais l'animé de Vampire Knight. C'était un peu mon animé, je sais pas, kiff de l'époque, quoi. Et j'avais jamais lu le manga. Ça y est, je m'y mets. C'est très sympa. Alors, ça reste... comment dire ça comment ça s'appelle? Un shoujo? Je crois que c'est un shoujo, ça reste, voilà, pas spécialement follement transcendant en termes d'intrigue, hein, mais c'est prenant, il y a des vampires. En gros, c'est l'histoire, vous connaissez sans doute pour beaucoup, mais bon, c'est l'histoire d'une école où il y a la classe de jour avec des humains et la classe de nuit avec des vampires. Et ces deux-là sont des gardiens, en gros, de la paix pour s'assurer que les vampires bouffent pas les humains, quoi. Et alors, les dessins sont beaucoup plus beaux que les couvertures. C'est vrai que les couvertures comme ça, à l'ancienne, moi, j'ai du mal. Je n'y arrive pas, et en fait, regarde, à l'intérieur, ça passe beaucoup mieux. J'ai rigolé à plein de moments. Petit coquinou, regardez, petit coquinou. J'ai un crush, mais je sais plus son nom. Est-ce qu'on va le voir? Non, évidemment. À chaque fois que je cherche un mec, je le trouve jamais, de toute façon. C'est un... Ah si, mais il est tout au fond. Où il est, mon bébé? C'est un qui a les cheveux violets dans l'animé. Voilà, un calme, discret, etc. Bref. Et du coup, voilà, c'est une lecture qui est très sympa. Et j'ai hâte de continuer. Voilà, c'était un très bon moment. Et
C'est pas follement original en termes d'intrigue, y a pas une intensité de fou, mais c'est prenant et j'aime bien. Puis il y a des vampires et il y a des beaux gosses, moi ça me suffit. Non, puis mine de rien, c'était un animé que j'adorais plus jeune, donc forcément le lire, ça a une petite saveur quoi. J'ai lu bien entendu les tomes 10 et 11 de Yona, princesse de l'aube. Il y a pas un mois où je n'avance pas cette petite saga d'amour. Et d'ailleurs, je peux remercier Yuki, il me semble, Yuki Senpai, qui m'offre 2 tomes par mois depuis un moment. Je n'ai pas obligée de continuer d'ailleurs, hein. Non mais, parce que la saga est longue hein, quand même. Au bout d'un moment, ça va faire du pognon. Hein. C'est devenu une de mes sagas préférées. C'est vraiment, alors c'est un shoujo aussi. Je pensais pas au début. Comme quoi, faut pas se fier aux a priori. Hein. Yona est une héroïne incroyable, pas parfaite, mais qui apprend et qui se bat pour ce en quoi elle croit. Elle est entourée de mecs trop beaux, trop sexy, trop mignons. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a des putains de bonnes valeurs. Lisez Yona, c'est une petite pépite de fantaisie. Ah, autre univers, lui je crois que je l'ai lu hier ou avant-hier, j'ai lu les tomes 5 et 6 de Beastars, que je m'étais acheté en librairie début du mois dernier, il me semble. Et waouh, alors le début du tome 5 est hyper choquant. Je m'y attendais pas. En gros, il y a une scène d'agression sexuelle. Heureusement, le personnage est arrêté avant de faire ce qu'il veut faire, mais il y a toute une scène d'humiliation physique qui est faite et qui est hyper dure, vraiment à lire. C'est waouh, puis c'est visuel du coup, hein, vu que c'est un manga, donc c'est très choquant. Donc, alors j'avais déjà vu par le passé que les tomes précédents nous épargnaient pas certaines choses difficiles. Là, ça nous épargne vraiment pas. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas Beastars, c'est une saga qui est pour le coup incroyable. Je trouve vraiment c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Hein. On est sur une société avec des animaux, avec des carnivores, des herbivores, et il y a des préjugés. Forcément, genre un petit lapin c'est forcément quelque chose de mignon, un loup il est forcément dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de préjugés comme ça. Il y a beaucoup de politique, enfin beaucoup. Il y a beaucoup de social et donc de politique, et en fait ça entraîne des réflexions qui sont très importantes aussi pour notre société à nous, je trouve, et sur le vivre ensemble, sur le dépasser les a priori qu'on a les uns sur les autres. C'est vraiment cool, c'est vraiment une saga hyper prenante, et j'avoue que le loup principal, donc lui, plus le temps passe, plus je croche dessus. Hein. Alors attendez, au niveau des enfin, regardez, si je peux vous montrer un petit peu le visuel. C'est assez brut. Bah, en même temps, c'est très pulsionnel aussi comme écriture, puisque c'est aussi très instinctif pour les personnages, puisqu'ils ont leur instinct premier d'animaux. Mais franchement, ouais, c'est une saga que je trouve extraordinaire. Pour le coup, très adulte. Hein. Alors, je dis ça, il y a des morts, certes, mais il n'y a pas de trash. Genre, visuellement, t'as pas de membres qui éclatent, etc. Mais rien que pour ce début du tome 5... je mettrai pas ça dans les mains de quelqu'un de jeune ou même d'impressionnable. Ça m'a impacté franchement à la lecture. J'ai lu les tomes 5 et 6 de Cat Street. Il m'en reste plus que 2 et j'aurai terminé la saga. Alors j'ai un petit peu moins aimé ces deux-là. Ça reste très sympa, j'aime toujours autant l'héroïne et les personnages sont très complets, très entiers, très humains. Maintenant, en fait, ce qui me chafouine un petit peu, c'est que ces 2 tomes tournent autour de quiproquos qui pourraient être réglés très facilement avec une discussion. Et ils le sont pas, et ce genre de truc m'agace fort. Donc, les personnages restent trop cool, j'aime beaucoup l'évolution, surtout du perso principal, mais cet arc-là m'a un petit peu saoulé. Il reste 2 tomes, j'ai vu dans les commentaires livradiques qu'apparemment, justement, ça traînait un petit peu aussi, à voir. Donc, mais ah non, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il avait peur, justement, qu'après ces tomes-là, la fin soit dans le même genre. Apparemment, la fin est très jolie, donc à voir. Mais je suis bientôt au bout de Cat Street. Et tu vois, ça, typiquement, c'était qui m'avait offert ça? Camillou qui m'avait offert du coup ces tomes, et au début j'étais en mode oh là 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 là, je vais pas aimer parce que on est sur typiquement des ados qui galèrent à communiquer, etc. J'étais aïe aïe aïe, bon je vais essayer, puis au final j'ai bien kiffé, hein. Franchement c'est une saga qui est super cool et qui traite de thématiques sociales hyper intéressantes. Et enfin, je termine ma palle du jour de manga, enfin ma palle, n'importe quoi, mon update, avec le tome 3, 4 et 5 de One Piece. Je suis toujours aussi fan, non, je le suis encore plus. Cette saga est incroyable. Alors j'ai lu ces tomes-là, en plus il y avait les post-it de Titi et Alice dedans. Je les ai laissés d'ailleurs, enfin pas tous, il y en a que j'ai enlevés, mais les plus rigolos, emblématiques, qui leur ressemblent, etc., je les ai laissés, donc j'en ai quand même laissé une petite chier. Hein. Parce que c'est trop mignon, et que quand je relirai les tomes, je veux garder leurs petits écrits. Du coup, pour vous situer, pour ceux qui connaissent, on a fini l'arc de Usopp. Sa situation sur son île, c'est réglé.
et on arrive à un bateau où on trouve un cuisinier. Voilà, moi je me suis arrêtée à la fin du 5 là-dessus. D'ailleurs, à la fin du 4, il y avait un énorme suspense et je devais partir pour Paris. Et j'ai oublié de prendre le tome 5 parce que j'avais vraiment très envie de l'emmener parce que je pouvais pas attendre. En rentrant, je me suis jetée dessus, voilà, parce que vraiment, pendant tout le week-end à Paris, alors le week-end était trop bien, hein, mais il y a plein de moments, j'étais en mode oh là là, la suite de One Piece, elle m'attend. Enfin, vraiment, cette saga, c'est un truc de ouf parce que les dessins, je l'aurais lu, franchement, j'aurais pas été capable de lire il y a quelques années, je pense. Les dessins sont chelous. Mais vraiment, t'as vraiment des gueules, tu vois, il faut, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est loufoque, c'est complètement perché. T'as un mec qui vit dans un coffre justement à ce moment-là, genre qui vit dans un coffre vide. Voilà, tu vois, genre. Et tu sais, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il a fumé le mec qui a écrit ça? Comment ça a pu venir en tête, tu vois? Mais c'est génial. C'est parce qu'en fait, c'est un mélange hyper bien dosé entre l'humour et des moments où je me tape des barres et des émotions et des valeurs qui sont importantes, qui sont saines. J'adore. Voilà, je suis très fan et j'ai hâte de continuer. Il me reste du tome 6 à 10 en stock, il me semble, donc ça va. J'ai encore un petit peu avant d'être en manque de ma dose et d'acheter la suite. Passons maintenant au roman, si vous le voulez bien. Du coup, j'ai sélectionné la moitié de ce que j'ai lu, ce qui fait 6 romans quand même. Donc heureusement que j'ai coupé la poire en deux. Non, en vrai, il m'en reste que 3 pour la semaine prochaine, mais comme je vais encore lire d'ici là, vous voyez, puis là il y en a où ça va aller vite. Alors, j'ai lu Les Trois Mousquetaires. On a fait une lecture commune au mois de mai sur le serveur Discord sur, du coup, Les Trois Mousquetaires de Dumas, où on s'était mis 1 ou 2 chapitres par jour, non, 2 chapitres ou 3 dans la communauté. C'était trop cool de faire cette lecture avec vous, vraiment, j'ai trop kiffé. Et ça a été un plaisir de relire Les Trois Mousquetaires. J'ai juste envie de découvrir à nouveau la suite. Puisque je ne le dirai jamais assez, mais Les Trois Mousquetaires, c'est un tome 1. Le tome 2, c'est 20 ans après. Le tome 3, c'est Le Vicomte de Bragelonne, qui lui-même d'ailleurs se divise en 3, souvent dans les éditions parce qu'il est gros. Et Les Trois Mousquetaires, c'est le moins bien, alors qu'il est déjà génial. Mais la suite est extraordinaire. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir relu. Maintenant, faut que je relise les autres, quoi. Et honnêtement, faire cette lecture commune avec vous, ça a ajouté tellement de fun, parce que du coup, en fait, on avait des salons chapitre par chapitre, et on faisait genre chapitre 1, 2 points, et on écrivait sous spoiler, et quand on avait lu, on lisait les avis des autres, et on se répondait, et franchement, c'était trop cool. Toujours dans les relectures, j'ai relu Caraval, puisque je me suis acheté Il était une fois un cœur brisé il y a 1 mois et demi, je crois. Et du coup, comme c'est une suite non-suite de la saga Caraval, je me suis dit, vas-y, autant lire Caraval. Donc j'ai relu le tome 1, le tome 2 m'attend pour ce mois-ci, il faudra que je m'achète le tome 3. J'ai adoré, franchement, c'était grave cool. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé à la première lecture. C'est confirmé, voilà, c'était pas la moi du passé qui a fabulé, c'est super cool. On est sur une île, quoique j'ai pas vraiment envie de vous spoiler non plus, mais on est sur une île avec un magicien qui fait un espèce de spectacle interactif sur plusieurs jours avec une enquête à mener, et c'est l'histoire de 2 sœurs, Scarlett et Donatella. J'ai vu que dans les commentaires, beaucoup n'aimaient pas Scarlett et préféraient, parce que apparemment dans le tome 2, justement, on est du point de vue de Donatella, et beaucoup préféraient justement adorer le tome 2 parce que Donatella est plus fun. Personnellement, j'adore Scarlett. Je trouve son perso, mais c'est peut-être mon côté aîné, hein, comme j'ai vécu en tant qu'aîné, voilà, je la comprends. Je l'ai trouvée très cool comme héroïne. Alors elle fait un petit peu des choix genre en mode meuf, fais pas ça, mais en vrai ça va. Et j'ai beaucoup aimé aussi la romance. Elle est vraiment cool, la romance, donc voilà, c'était un beau coup de cœur. L'univers surtout est très prenant et t'as vraiment l'impression de voyager dans un univers magique où il se passe plein de trucs, etc. T'es assez émerveillé à la lecture. C'était franchement, c'est une bonne saga. Enfin, non, c'est un bon premier tome, à voir ce qu'il en est justement pour la saga. Non, parce que c'est une différence entre avoir un bon premier tome et avoir une bonne saga, c'est quand même pas la même vibe. Hein. Petite lecture très sympathique, alors oui, ça m'est revenu en sortant le livre. Vilaine de Robin Benway que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. J'ai grave kiffé. On est sur alors c'est pas vraiment une réécriture, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour la famille de Cendrillon avant le film de Disney Cendrillon. On est sur leur début de jeunesse, on va dire que j'en sais rien, imaginons Cendrillon dans le dessin animé qu'on connaît de Disney, les sœurs ont 18 ans, là elles ont 16, tu vois ce que je veux dire, ou 14, c'est avant. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, du coup la fin m'a plu et m'a chafouiné en même temps. J'ai été vraiment à fond dans ma lecture.
J'ai aimé les différentes manières des deux sœurs de réagir et de se compléter. Et enfin, franchement, c'était une lecture super sympa. Il y a le côté où justement, comment elles, enfin, pourquoi elles sont devenues méchantes en gros, tu vois, d'où ça vient. Et franchement, ouais, j'ai été dedans à fond. Ça se lit très bien. En même temps, c'est du jeunesse, hein. Par contre, cela dit, il est écrit petit. J'ai été assez interpellée là-dessus parce que, justement, c'est du jeunesse. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros. Et en fait, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, très très bonne lecture de mon côté. Réécriture, enfin, c'est pas vraiment réécriture, je dirais plutôt histoire qui complète, pertinente à mon sens. Et ça rend les filles vachement touchantes. Vachement touchantes et en même temps pas... J'avais un peu peur d'un truc genre, oh oui, elles étaient méga gentilles. On voit leurs défauts, hein. Mais on voit aussi ce qui les a poussées à cultiver ces défauts-là. Vraiment, j'ai kiffé. Ah, là, j'ai un petit peu moins kiffé. Serait-ce ma piquette de la session? Oui, on part sur la piquette de la session. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Ah, ça l'a pas fait du tout. Alors, il y a plusieurs trucs. La plume en elle-même est sympa, hein, c'est pas un problème. J'ai un petit souci avec le fait qu'au début, on nous tease très rapidement, hein, vraiment dans les tout premiers chapitres, on nous tease une scène un peu érotique, et en fait, elle n'arrive pas. À la fin, t'as une scène, vraiment, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'était pas fou. Mais bon, ça, en fait, c'est plus en mode, vas-y, accroche-toi à ta lecture, on te promet de l'adulte. Tu vois ce que je veux dire? Pas de l'adulte en termes de cul, mais disons qu'un livre qui peut écrire de l'érotique, peut aussi écrire des morts, peut aussi, tu vois, ça veut dire que c'est pas du jeunesse, ça veut dire que ça peut te garantir un niveau de scénario un peu plus poussé, il peut aller plus loin. Au final, c'est hyper convenu. Tout est prévisible as fuck, vraiment. Entre la première page et la dernière, j'ai été surprise de rien. De rien. À la fin, il y a des facilités scénaristiques honteuses, j'ai envie de dire, vraiment. Il y a des spots à la fin, j'étais en mode, mais quand même, vous allez pas faire ça. Eh bah si, ça. Ah, puis ils y vont, tu vois. Après, c'est pas mauvais en termes de plumes, c'est pas une catastrophe, c'est pas au Royaume des damnés avec une traduction à chier, on n'en est pas là. Par contre, alors, je pense que ça peut beaucoup plaire à ceux qui n'ont jamais lu du young adulte avant. Parce qu'en fait, c'est vraiment tous les trucs qui existent, qui sont rassemblés dans un seul bouquin. Mais vraiment, il n'y a rien d'original à aucun moment. Tout est spotted. Mais spotted, ça race, tu vois. Les persos sont très, très convenus. L'héroïne principale, c'est vraiment une meuf... tiens, j'en parlais tout à l'heure pour qui j'en parlais? Pour Yona. L'héroïne, là, c'est une meuf qui est hyper forte. Mais genre... hyper forte et qui sait tout faire et qui est la meilleure et qui non, je m'en fous. Tu sais, genre je sais pas, elle va se retrouver à devoir se battre et bim, elle s'est montée au plafond avec des crampons parce qu'elle s'est entraînée une fois quand elle avait 5 ans avec son... Oh, ta gueule. Tu vois, c'est poussif. Et puis alors, il y a un truc qui m'a rendu ouf. Il y a un moment, elle croit un truc, tu vois, pendant une bonne partie du roman, et elle se rend compte que c'était pas vrai. Bon, déjà, nous, on le savait depuis le début parce que c'est spotted comme type de scénar, mais soit. Donc elle s'en rend compte, mais genre, tôt, tu vois, relativement, non, aux 2/3 du livre. Ce qui déjà est assez long parce que le résumé nous en parle, tu vois, du fait qu'elle se gourre, hein. Donc, voilà. Donc t'arrives aux 2/3 du livre, elle réalise un petit peu le bordel, elle se rend compte qu'elle a fait un choix hyper dangereux, et la meuf, elle dit rien. En fait, je vais essayer de vous donner une image sans évidemment spoiler. Imaginons, t'as l'impression que t'es séquestré par un connard. C'est pas fou. Non, t'es pas séquestré, mais t'as l'impression que tu vis avec un mec qui est un gros connard, tu vois, qui a tué des gens et qui a volé des desserts à des enfants, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'empoisonnes une pomme que tu mets en haut du saladier. Voilà. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, ce mec, il est trop gentil et qu'il protège les gosses et que c'est genre, oh là là, trop un mec bien, tu vois. Et tu te rappelles, parce que du coup, t'es pas chez toi quand tu t'en rends compte, vous êtes en voyage, tu vois. Et tu te rappelles que de cette pomme. Et du coup, t'es en mode, faudrait peut-être que je dise, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu fais? En sachant que vous avez eu une discussion où le mec sait que de base tu pensais que t'étais un connard, hein, enfin qu'il était un connard. Il sait pas que tu vois, il sait tes doutes, il sait que de base tu l'aimais pas du tout, que tu t'en méfiais, etc. Vous avez une discussion comme ça. Et du coup, c'est l'opportunité de le dire, genre, au fait, du coup, maintenant qu'on peut se parler, comme je pensais que t'étais un connard, j'ai empoisonné une pomme, la bouffe pas. Ce qui serait logique, tu vois. Là, non, la meuf, elle est en mode, la pomme, je l'enlèverai moi quand je rentrerai. Bien, c'est une bonne idée, ça, Non, c'est même pire. Imaginons, c'est pas une pomme, c'est genre toute une cargaison de pommes qui doit être envoyée à tous les enfants du village.
Parce que genre ils sont tous mauvais. Enfin tu vois ce que je veux dire? C'est pas une conséquence qui a juste un tort envers lui, c'est un tort envers des dizaines, de centaines, des milliers de personnes. Et la meuf elle dit pas. Et la meuf elle dit pas alors qu'il y a plein de moments où ils sont tous les deux en mode tu peux tout me dire, tu sais je te fais confiance, franchement tu peux me parler, je peux comprendre ce que t'as vécu et tout. Elle dit rien. Elle dit rien. Et évidemment qu'est-ce qui se passe? À ton avis, bah évidemment il se passe ce que tu penses en ce moment. Bah oui non mais je veux pas spoiler officiellement mais ça m'a rendu ouf. Vraiment le dernier arc du roman il m'a rendu ouf. Les deux premiers tiers, ça traîne de ouf pour rien. Et le dernier tiers, c'est du what the fuck de ouf. En fait, le dernier tiers, il crée du drama à partir de rien. Franchement, le dernier tiers aurait pu être totalement évité à plein de moments. Et ça, c'est qu'un exemple, hein, ce que je viens de donner. Hein, qui est l'exemple le plus énorme et le plus what the fuck que j'ai eu. Parce que, en plus, la meuf, quand elle rentre, elle va pas tout de suite récupérer la pomme, tu vois. Elle est en mode, oui, non mais ça serait pas très discret, je vais attendre que tout le monde soit parti. Bah oui, bah bien sûr. Qu'est-ce que ça risque de toute façon et voilà, enfin franchement ça m'a saoulé, voilà, ça m'a saoulé parce que ça crée des dramas à partir de rien et ça j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme crotte, voilà. Donc la lecture était pas catastrophique. Mais je l'ai traîné quand même parce que bah du coup c'était prévisible et je m'ennuyais un petit peu. Même si les persos sont stéréotypés, ils sont pas stéréotypés dans le bon sens. Genre j'ai pas croché sur le mec, la meuf m'énerve. Les persos autour d'eux qui veulent être dépeints comme un peu cool déjà sont pas creusés. Il y en a quelques-uns, il y a deux, je crois qu'il y a deux, surtout une meuf, mais il y a deux meufs autour du perso qui sont cool, mais tu connais à peine et tu t'attaches pas. Enfin voilà, c'était pas, ça m'a pas. Encore une fois, je pense que quand tu commences par ça, tu adores parce que bah du coup, tu t'y attends à rien, tu vois, voilà, c'est de l'inédit. Tu dis que c'est sympa, les persos sont attrayants, mais quand tu sais en fait, quand tu connais ce genre ou que t'es habitué tout simplement à lire ce genre, c'est de la paresse. Là, il y a vraiment de la paresse, je trouve, et du coup, ça m'a un petit peu déçu. Voilà. C'est un avis un petit peu cul, mais en même temps, je dis ce qui est. Et il reste 2 romans, et je me dis que j'ai très bien fait de diviser cette update en 2. 6 couronnes écarlates. Alors, lui, honnêtement, je me le suis acheté parce que je le trouvais magnifique déjà, et j'étais intriguée. Voilà la couverture. C'est une réécriture du conte... alors attends, est-ce qu'il y a le nom ? Je sais plus, je crois que c'est Anderson de base, ou Grimm, je ne sais plus, mais c'est une sœur qui a 7 frères ou 12 frères qui se transforment en oiseaux, et elle a pas le droit de parler, sinon ça les tue, et elle doit tisser un truc pour les retransformer en humains avant telle date. Et c'est inspiré de ça. Et c'est une réécriture, du coup, avec comme une légende asiatique, tu vois. Et j'avais un peu peur, puisque... Alors, j'avais très envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais j'avais aussi un peu peur parce qu'en général, les réécritures de contes asiatiques, ça a tendance à être écrite avec un ton un peu lyrique, un peu pompeux, assez distant. Pour le côté, sans doute, assez classe, assez noble, qui sont mises avec les légendes, justement, dans ce coin-là. Et bah là, j'ai adoré. Vraiment, j'ai grave kiffé. Alors que de base, justement, j'avais ce petit a priori. J'ai trouvé... Alors, l'héroïne principale, c'est Shiori, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une histoire de magie. Il y a une histoire de donner vie aussi à des petites créatures de papier. Franchement, j'ai grave kiffé. Vraiment, l'univers est cool. Les persos sont grave prenants. L'héroïne principale est attachante, ce qu'elle vit est dramatique, il y a pour le coup il y a un vrai drame, il y a une vraie intensité dans ce que tu lis, c'est pas des petits enjeux à la mort moelleux, elle se rajoute pas des emmerdes, hein, je sais plus comment elle s'appelait elle, Lara, Lara. Et du coup Shiori a remporté mon cœur, et en plus j'ai beaucoup aimé le symbole des grues, parce qu'en fait du coup ce que j'ai grave kiffé c'est que ça prend une thématique de conte qu'on connaît et ça l'a justement incorporé dans des croyances ou des légendes asiatiques. Et il y en a une alors je sais pas si c'est inventé pour le roman ou si c'est vraiment quelque chose qui existe, mais il y en a une qui m'a beaucoup parlé, c'est qu'en gros on a tous en gros une grue liée à nous par un espèce de petit fil, tu vois, comme une sorte un petit peu d'ange gardien ou de guide. Et en fait, des fois, les grues se croisent, enfin les fils se croisent avec d'autres humains et ils se mêlent et ça crée des âmes sœurs. Et j'ai trouvé cette légende hyper douce, même en termes d'amitié, c'est pas forcément âme sœur, copule-moi sur la table basse, tu vois. Mais j'ai trouvé cette légende hyper douce et ça m'a grave parlé, tu vois, ça m'est resté. Alors je l'ai lu il y a quand même un petit moment, enfin il y a quelques semaines, et ça fait un petit peu partie des trucs que je kiffe maintenant, tu vois. Ça a une petite place dans mon cœur, voilà. Et voilà, j'ai vraiment kiffé, j'ai aimé le Love Interest. Oh là là, le Love Interest. Friends to Lover. Non mais,
Enfin, merci d'arrêter de nous mettre des climax de merde, hein, Lara? En mode, oui, oh, il est trop méchant, puis en fait, il est sexy de ouf. Là, c'est trop bien, le mec est sain. Alors, c'est pas forcément The Love Interest qui va rester, je pense, parce qu'il y a plusieurs tomes qui sont annoncés, il y a peut-être d'autres enjeux amoureux qui vont se déclencher, mais là, en tout cas, on nous présente une histoire saine, avec un mec sain, à l'écoute, respectueux. Putain, ça fait du bien! Et il faut vraiment... Alors, les Enemy to Lovers, c'est trop cool, hein. J'adore ça, je suis une grande consommatrice. Mais là, quand c'est bien écrit, oh oui. Oh putain, avoir enfin un mec respectueux de base. Et tu sais, en général, dans les Enemy to Lovers, t'as souvent genre, justement, le rival en mode, ouais, moi je suis badass, sexy, et le meilleur ami depuis l'enfance qui est un peu dépeint comme gentil mais faible, tu vois. Et bah là, t'as enfin un mec gentil qui passe pas pour un coton-tige. Purée, c'est trop bien, t'as un mec gentil qui n'est pas dépeint comme oui, il est pas de patte, tu vois. Non, il est courageux, il est classe, il a des répliques qui pètent et en même temps, il est respectueux. C'est possible. Lisez ce bouquin, franchement, il est grave cool et il apporte quelque chose de frais, de rafraîchissant, de nouveau qu'on n'a pas assez en young adulte. Bah, encore une fois, hein, Lara? Et enfin, dernier roman de cette update lecture, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, que je voulais lire depuis grave longtemps, que donc je suis allée m'acheter comme une grande en librairie, parce que il est sorti il y a perpète, et j'étais en mode, à chaque fois je reportais, c'est en mode, oh oui, oh c'est pas une priorité, oh il y a d'autres trucs que je peux m'acheter avant, c'est pas très grave, ça peut attendre, et au bout d'un moment j'étais en mode, allez fuck, je veux le lire, je l'ai lu, c'était cool. On est sur une dystopie, ça se passe à Sapienta, et on est sur une société matriarcale, avec justement les femmes qui gèrent, les hommes sont ou des esclaves, ou rien du tout. Voilà, si, des fois quand les femmes accouchent de garçons, elles les gardent, et elles en font comme des bonnes sœurs, mais au masculin, tu vois, à condition qu'ils se fassent castrer. Ouais, c'est un petit peu radical. Et du coup, alors, ce qui est très intéressant, bien entendu, c'est que ça montre que dirigé par que des femmes ou dirigé par que des hommes, la solution c'est un équilibre et que dans les deux cas c'est pas bon, hein, on est d'accord. J'ai beaucoup aimé pas mal de réflexions qui sont à l'intérieur, notamment justement l'inversion entre hommes et femmes, puisque en fait ce que vivent les hommes là-dedans, c'est ce que nous on a vécu pendant quand même une petite chier d'années, hein, donc voilà, on va dire que ça permet d'avoir un recul et une réflexion sur notre situation, notre histoire, et en même temps justement sur le fait que peu importe notre genre, ça craint. Outre ça, parce qu'il y a l'univers qui du coup m'a beaucoup plu, il y a le côté combat de gladiateurs, en gros, donc c'est des sociétés matriarcales, et on suit, l'héroïne principale, elle s'appelle comment? Adona. Adona, en gros, c'est une fille, enfin c'est la fille d'une des femmes les plus importantes de Sapienta, et il y a tous les ans, en fait, il y a des, ou tous les 2 ans, si je crois que c'est tous les ans, t'as des mecs qui sont récupérés sur une île un peu sauvage, où tous les gars sont envoyés là-bas, justement, et ils sont les plus beaux, les plus classes, les plus forts sont recrutés pour s'affronter dans une arène, et les gagnants sont sélectionnés pour la reproduction. Et du coup, c'est Adona qui, du coup, va devoir choisir un prétendant dans cette fournée-là, parce qu'elle a l'âge. Et j'aime beaucoup l'héroïne. Elle est super sympa. J'aime beaucoup sa relation avec le mec en question, qui va être du coup son choix. J'ai aimé leur discussion, j'ai aimé sa capacité à réfléchir, à raisonner. J'ai été un peu moins fan du mec, qui est quand même un peu grelu, tu vois, en mode oui moi je parle pas, moi j'ai mes idées, moi je suis, tu vois, bon, après bon on peut comprendre, hein, il a été élevé sur une île, on lui a toujours dit que c'était un cacamou, bon tu vois, on va dire que le cliché, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que le mec correspond vachement au cliché du virilisme dans notre société actuelle aussi. Alors je parle pas en termes de physique, parce que du coup il cherchait des mecs costauds pour l'arène, tu vois, mais en termes de mentalité, je trouve ça un peu bizarre que des mecs qui soient traités justement en inférieur aient toujours cette espèce de moi bonhomme, moi plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça aurait été intéressant d'aller encore au-delà, de justement de déconstruire totalement ce truc-là, parce que les femmes pour le coup le sont pas mal. Quoi que je dis ça. Je sais pas. Disons que j'aurais apprécié un level supérieur. Le gars m'a un petit peu fait chier, tu vois. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'héroïne et j'ai trouvé que les réflexions à l'intérieur de cet ouvrage étaient sympas. J'ai hâte de voir le tome 2 parce qu'il y a un tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps. Et c'était cool. En plus, pour le coup, on revient un petit peu à Comme si couronnes écarlates, ça présente quelque chose de différent. Mine de rien, on est dans un milieu antique, on est sur un monde qui n'existe pas, avec des lois qui n'existent pas, des déesses qui n'existent pas, et c'est rafraîchissant de voir quelque chose d'assez différent et sur lequel t'es emporté, quoi. Du coup, c'est un oui. Alors, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un à voir pour le tome 2. J'ai un petit peu peur d'un tome 2 très convenu,
À voir, voilà. C'est un suspense, on va dire qu'à noter, je pense que ce serait plus un 14-15, tu vois. Alors que, genre, Coco en dessous, Pont des tempêtes, je sais plus combien j'ai mis sur Livre Addict d'ailleurs. J'ai peut-être surnoté, je ne sais plus. Et c'est terminé, mon Dieu, je suis à 50 minutes de vidéo. Oh, mais heureusement, j'ai divisé en deux, hein. On serait parti sur 1h30 minimum, clairement sûr. Il n'y a aucun doute sur la question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces livres, de tous ces titres. Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de me piquer? Est-ce qu'il y en a qui vous attirent? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou non? Je veux tout savoir. Je vous laisse donc là, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos, et le prochain update sera donc la semaine prochaine. J'ai envie de dire que normalement il sera plus court, mais ça va dépendre de ce que j'aurai lu d'ici là. Mouah, bisous tout plein, passez une très bonne fin de journée, et je vous aime. Bonne lecture à tous!